L'histoire commence avec un homme nommé Ruse qui se présente devant le roi du royaume d'Hortensia. Il demande furieusement pourquoi le roi a trahi les serviteurs qui lui étaient si fidèles et soudain Ruse se transforme en loup-garou enragé. Ce loup-garou porte un coup sanglant au roi tandis que la princesse regarde avec un air étonné. En entendant le rugissement de ce loup-garou, les soldats du royaume de Camélia lancent une puissante attaque contre le royaume d'Hortensia. Au milieu de la guerre, le guerrier templier du roi nommé Fernando tente d'apaiser les soldats de Camélia en disant qu'ils étaient tous alliés. Cependant, les guerriers de Camélia répondent qu'ils ne sont plus alliés et après avoir dit cela, ils essaient de tuer Fernando. En réponse, Fernando ne voit pas d'autre alternative que de tuer les soldats qui se trouvaient sur son chemin. Un chat volant arrive soudainement et prévient Fernando que la princesse était en danger à cause de l'attaque de Camélia. Sachant cela, Fernando court rapidement au palais pour sauver la princesse. En chemin, Fernando rencontre son frère, Mauricio, et en apprenant la situation avec le duc Ruse qui a trahi le roi, Fernando dit qu'il aura besoin de l'aide de Mauricio pour sauver tout le monde. De nulle part, plusieurs cercles magiques apparaissent devant le royaume et avec ces cercles, plusieurs monstres commencent à être invoqués pour attaquer le royaume. Rapidement, un allié de Mauricio décide de rester sur place pour affronter un monstre qui empêchait le groupe d'avancer vers le royaume et n'ayant pas d'autre choix. Fernando et Mauricio se dirigent vers le palais tout en laissant leur allié combattre le monstre. En arrivant au palais, Fernando et Mauricio rencontrent la princesse Marielle en train de pleurer devant le roi décédé. À côté, Fernando trouve le chevalier templier Léao avec une blessure mortelle et avant de mourir, Léao supplie Fernando de sauver la vie de Marielle et de s'échapper de là le plus vite possible. À ce moment-là, Ruse attaque violemment Mauricio avec un coup qui finit par lui couper l'œil et avant que Ruse ne tue Marielle, Fernando se lance à la poursuite de Ruse et tente de l'affronter. Et même après avoir subi une attaque à l'épaule gauche, Fernando déclare qu'en tant que chevalier du royaume, son devoir est de se battre pour sauver la princesse et donc Fernando investit dans une autre attaque contre Ruse. Plus tard, nous rencontrons le héros de cette histoire qui s'appelle Alfredo. Il voit une personne à cheval s'approcher de sa maison et il est tout excité à l'idée que cette personne puisse être son père qui dans ce cas est Fernando. Alfred descend rapidement à l'entrée de la maison et après avoir demandé à la servante nommée Nanoria d'allumer le feu dans la maison, Alfred ouvre enfin la porte. Mais il tombe sur son oncle Mauricio complètement blessé et en s'enquérant de son père, il finit par découvrir que Fernando est mort au combat et que tout ce qui lui reste est son épée qui appartient désormais à son fils Alfred. Tout comme un livre, l'anime commence à raconter l'histoire du royaume d'Hortensia. Et en fait, ce royaume avait déjà plus de 700 ans et comme c'est un royaume avec un sol extrêmement fertile, plusieurs royaumes ont essayé d'envahir Hortensia pour posséder ses terres et se défendre contre ces royaumes. Le royaume d'Hortensia comptait sur l'aide d'alliés du royaume de Camélia et du royaume d'Oliver. Cependant, le grand-duc Ruse décide de trahir le royaume, ce qui entraîne la mort du roi et la disparition de la princesse Marielle. Le prince Chariot, frère cadet de Marielle, prend le pouvoir du roi et, en raison de l'apparition des monstres, la rébellion des opposants au royaume s'amplifie encore davantage. Après avoir appris toute l'histoire de son oncle Maurice et d'Alfredo, il dit qu'il devra désormais s'occuper du village à la place de son père. Sachant cela, Alfred décide de demander à son oncle de lui en apprendre davantage sur les techniques de combat afin qu'il puisse devenir aussi fort que son père. Maurice révèle qu'il a démissionné de son service en tant que chevalier du nouveau roi et qu'il vivra donc dans ce village et servira Alfred comme mentor. Soudain, un chat magique nommé Moro apparaît dans la pièce et révèle que le garçon nommé Marius s'est échappé de sa chambre. En réponse, Maurice les prévient qu'ils ne doivent pas s'inquiéter et que Marius va probablement s'amuser. Cependant, Alfred savait que ce Marius avait perdu toute sa famille lors de l'invasion de Camélia et parce qu'il était inquiet, Alfred décida d'aller chercher Marius dans la forêt, assis seul. Marius se lamenta que tous ses amis et sa famille soient morts. De plus, son frère Chariot était seul dans le royaume d'Hortensia. Alfred arrive et lorsqu'il enlève sa capuche, Marius se révèle être la princesse Marielle. Alfred ne reconnaît pas le visage de la princesse et demande à Marius s'il était très triste de tout ce qui s'est passé. Alfred révèle alors que cet endroit dans la forêt était le tombeau de sa famille, qu'il avait déjà perdu sa mère et sa sœur et que maintenant, avec la mort de son père, il n'a plus que Mauricio comme parent. En entendant cela, Marielle se met à pleurer et dit qu'elle ne savait pas que les choses se passeraient ainsi. En réponse, Alfred dit qu'il ne le savait pas non plus. Cependant, son père s'est toujours battu pour protéger les gens et est mort honorablement. Par conséquent, bien qu'extrêmement triste, Alfred dit qu'il voulait aller de l'avant pour le bien des autres. Et que malgré sa tristesse, il croit que Mauricio devrait se remettre sur pied et vivre pour aider les autres. En entendant cela, Marius prend l'épée d'Alfred et lui dit qu'à l'avenir, il veut être quelqu'un de très fort. Depuis des années et maintenant plus âgé, Alfred commande une troupe pour affronter les soldats de Camélia qui rôdent dans la région. En escaladant un rocher, Alfred manque de tomber, mais Marius l'aide en tant qu'écuyer. Marius dit qu'il a l'intention de compenser toutes les faiblesses d'Alfred. Mauricio dit alors qu'il ne devrait pas se précipiter car la force de l'armée de Camélia est supérieure et c'était leur première mission. Alfred et Marius avancent alors vers la zone de Géela. Les deux tombent sur leurs alliés complètement massacrés. Soudain, l'armée de Camélia commence à tirer des flèches sur l'équipe d'Alfred et Alfred décide alors de se séparer pour ne pas devenir une cible facile. Avec Marius, ils se rendent sur un rocher où certains soldats sont en danger et face aux ennemis, Alfred se révèle être un homme très habile. Soudain, le commandant de l'armée de Camélia apparaît et tire une flèche sur le soldat d'Alfred. Ce commandant, nommé Roi, dit que les soldats d'Hortensia sont de plus en plus faibles. En réponse, Alfred dit qu'il les vengera tous en tuant Roi sur place. Son ennemi reconnaît rapidement l'épée qu'il tient, réalisant qu'il s'agit de l'ancienne épée de Fernando. Et voyant la colère d'Alfred,
Roi dit que tout soldat faible est destiné à mourir. En entendant cela, Marius devient furieux et attaque Roi avec des attaques incessantes. Cependant, Roi renverse facilement Marius, et à cause de cela, Alfred va affronter Roi, et à cause de sa grande habileté, Alfred finit par être loué par cet ennemi. Cependant, cet ennemi se révèle bien supérieur au combat, et à cause de cela, Alfred finit par être vaincu. Heureusement, Marius arrive au combat, et voyant qu'il est désormais désavantagé, Roi décide de battre en retraite. Ainsi, plus tard, Marius se réveille sans aucune blessure, et tandis qu'il est choyé par la tristement célèbre servante, Alfred est au tombeau de sa famille, se souvenant du jour où son père lui a révélé qu'il était chevalier parce qu'il aimait tout le monde autour de lui. Et donc, si Alfred voulait être un chevalier comme lui, il devait aimer et protéger tout le monde autour de lui. Soudain, Marius apparaît devant lui, et Alfred lui révèle que sa force n'était toujours pas suffisante pour protéger qui que ce soit, et qu'à cause de cela, il deviendrait plus fort. En réponse, Marius dit qu'Alfred ne devrait pas se battre seul. Et donc, la princesse déguisée en garçon a promis qu'elle deviendrait plus forte pour soulager Alfred d'une partie du fardeau. Après cela, nous revenons à un flashback d'il y a 4 ans, où nous voyons Marius parler à Marielle, où il lui demande de lui couper les cheveux, car à partir de ce jour, Marielle vivrait sous la fausse identité de Marius, jusqu'à ce que le royaume d'Hortense soit suffisamment sûr pour qu'elle redevienne la princesse. Après cela, un peu plus de l'histoire de ce monde est révélée, et selon les fables, il existe un royaume magique appelé Magnolia. Dans ce royaume magique, on dit qu'il y a plusieurs créatures mythologiques, et pendant longtemps, les humains ont toujours pensé que ce n'était rien de plus qu'un conte de fées. Cependant, après l'invasion de Chimeria, tout le monde a découvert que les monstres existent vraiment, et dans le présent, Alfred fait face à des gobelins, et il parvient rapidement à vaincre ces monstres. En voyant cela, Maurice dit qu'Alfred est devenu beaucoup plus fort en très peu de temps, puis il demande où se trouve Maurice. Alfred répond qu'il lui a donné une mission extrêmement importante. Maurice est toutefois inquiet, car la princesse aidait simplement Nanor à transporter du matériel au village. Nanor lui montre alors un bouquet de fleurs qu'elle a acheté et demande à la princesse de l'accompagner sur la tombe de Fernando. Nanor révèle que chaque fois qu'elle a du temps, elle apporte des fleurs à la famille de Fernando. Depuis 4 ans, peu avant la guerre, Fernando a sauvé Nanor qui était devenue orpheline, et dans la maison de Fernando, elle était très bien traitée par toute la famille, en particulier par la sœur cadette d'Alfred, Bernadette. Cependant, la personne qui la traitait le mieux était atteinte d'une maladie extrêmement grave et vivait dans sa chambre en train de lire des livres. Un jour, Bernadette finit par tomber d'une falaise alors qu'elle se promenait dans une charrette et mourut. Nanor dit alors que tous les membres de la famille d'Alfred lui étaient extrêmement chers, et donc, elle fait de son mieux pour ne pas causer de problème à Alfred. Après avoir dit cela, Nanor et Maurice arrivent au village, et là, ils sont accueillis par 2 enfants. Ces enfants demandent quand Alfred vaincra le monstre de la caverne, et sans rien comprendre, Maurice demande ce qu'est ce monstre. En réponse, Nanor dit que ce monstre faisait partie de la légende de Magnolia, et selon la légende, ce monstre avait la capacité de changer de forme. Soudain, Marius se souvient du loup-garou qui a tué le roi, et à cause de cela, il devient déprimé. Soudain, les enfants commencent à se disputer pour savoir si ce monstre existe ou non. Alfred arrive à ce moment-là et dit aux enfants d'arrêter de se disputer à propos de ce monstre. En réponse, le garçon a voulu dire que le monstre avait la capacité de se transformer en loup-garou. Cependant, Marius interrompt rapidement le garçon pour l'empêcher de parler des loups-garous. Toujours curieux à propos du monstre, l'un des enfants décide de vérifier l'existence de cet être. Alfred suggère alors à Marius et Mauricio d'aller voir ce monstre, car les monstres de Magnolia ont toujours été une légende. Mais après l'invasion de Carmelia, ils sont devenus réels, et la bonne chose à faire serait donc de vérifier. Mauricio est d'accord avec cela et pour une raison quelconque, Marius n'est pas content d'entendre parler de cette mission. Puis, dans la forêt du chemin de la grotte, Alfred demande pourquoi Marius est si tendu à propos de cette mission. Il dit alors qu'il déteste les loups-garous et demande à Alfred s'il ne les détestait pas aussi, puisque c'est un loup-garou qui a tué Fernando. En réponse, Alfred dit que son père a gardé son honneur de chevalier jusqu'à la fin de sa vie et donc, étant aussi un guerrier, Alfred dit qu'il n'a pas le droit de détester les loups-garous. Marius décide alors de demander à Alfred comment il réagirait s'il découvrait que celui qui a tué Fernando n'était pas un loup-garou, une question quelque peu suspecte. Cependant, Mauricio interrompt la conversation et dit qu'ils sont déjà proches de la grotte magique, et alors que tout le monde est sur le point d'entrer dans la grotte, une femme frappe à la porte d'Alfred, et lorsque Nanoria répond, la femme dit que son fils est allé seul dans la grotte pour vérifier le monstre. Nanoria révèle alors que la femme ne devrait pas s'inquiéter car Alfred lui-même est allé vérifier ce monstre dans la grotte. Cependant, le chat dit que la grotte est un labyrinthe et qu'il y a donc de fortes chances que le groupe se perd. En entendant cela, Nanoria reçoit un buff de courage extrême et, après s'être armée de plusieurs ustensiles inutiles, elle décide d'aller sauver l'enfant et Alfred de la grotte. Dans la grotte, Alfred et son groupe parviennent facilement à vaincre les gobelins qui attaquent sans arrêt. Nanoria, en revanche, se perd facilement et en voyant un squelette humain, elle a peur et tombe en arrière. Elle entend alors une voix qui pleure et en vérifiant, elle finit par trouver l'enfant qui s'était perdu. Nanoria promet alors de sortir l'enfant vivant et commence à chercher une issue. Elle tombe sur un groupe de gobelins qui tentent de l'attaquer. Nanoria se cache et dit qu'elle a une arme secrète pour se débarrasser du gobelin. Cette arme était une poignée de viande qu'elle jette pour distraire le gobelin. Cependant, Nanoria finit par tomber en essayant de s'échapper. Elle est acculée et à ce moment-là, ne sachant pas quoi faire, elle appelle Alfred à l'aide tout en se préparant à sa mort. Alfred apparaît rapidement et vainc le gobelin. En pleurs, Nanoria dit qu'elle savait qu'Alfred serait là pour lui sauver la vie. En réponse, Alfred lui dit qu'il l'a trouvé grâce à l'objet qu'elle a laissé tomber quand elle a été attaquée par le gobelin. Au fond de la grotte, Marius
Marius remarque une lumière bleue brillante. En voyant cela, Alfred décide de vérifier à nouveau ce que c'est. Cependant, quand il arrive, il ne voit que la mer scintillante et dit à Marius qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Soudain, un loup-garou apparaît derrière Alfred et tente de le tuer. Cependant, il l'esquive rapidement et en voyant cette créature, Marius commence à se souvenir de tous ses traumatismes, devenant totalement choqué. Et Alfred, en colère, dit qu'il tuerait le loup-garou quoi qu'il arrive, puisque c'est cette créature qui a tué son père. Au milieu de ce désespoir, Marius finit par tomber dans l'eau et il commence alors à se souvenir de son passé lorsqu'il était encore rince. Le jour où le roi fut tué, Maurice se saisit rapidement de Marielle et s'enfuit pour lui sauver la vie. En chemin, Maurice rencontra l'un des chefs de la garde royale et selon ce chef, la raison de cette guerre était probablement due à l'influence du pape qui voulait faire du roi d'Hortensia une marionnette et éviter que Marielle ne soit mise en danger. Ce chef ordonne à Maurice de se cacher avec Marielle jusqu'à ce que le moment propice pour qu'elle se révèle arrive. Après cela, la princesse se réveille sous la forme de Marius et demande à Alfred ce qui est arrivé au loup-garou. Alfred répond alors que ce n'était pas le loup-garou et que le véritable monstre était la mer qui s'est transformée en la chose que la personne détestait le plus. Et comme Alfred déteste tellement les loups-garous, bien qu'il n'y les détestait, la mer a fini par se transformer en un loup-garou. La nuit, Alfred remet l'enfant à sa mère, puis Alfred gronde Ninoria car elle et Moreau sont allés dans une grotte si dangereuse sans avoir aucun talent pour le combat. Alfred dit qu'il ne peut pas perdre Ninoria et Moreau car ils sont une famille pour lui. En voyant cela, Marius se souvient du jour où il s'est coupé les cheveux pour vivre sous cette nouvelle fausse identité. Et malgré avoir beaucoup pleuré ce jour-là, aujourd'hui il était très heureux d'être Marius et de vivre avec toutes les personnes qui l'entourent. Dans la forêt, on voit un homme marcher lorsqu'un groupe de soldats l'arrête et lui révèle qu'ils savent qu'il s'agit d'un suspect nommé Denoise, recherché pour avoir falsifié des personnes. En réponse, Denoise dit que ces accusations étaient fausses et, à l'aide d'une bombe à gaz, il parvient à se débarrasser du soldat. À Hortensia, le pape couronne Zario comme nouveau roi. Cependant, comme Zario est très jeune, celui qui reste au pouvoir est le pape en tant que tuteur du roi. Et à cause de cela, le pape ordonne à toute l'armée d'obéir à l'église orthodoxe. Plus tard, Alfred est avec Mauricio dans la capitale royale. Mauricio dit qu'il s'inquiète pour Marius car en apprenant qu'Alfred se rendait dans la capitale, Alfred était complètement enragé et a dit que cela était très dangereux. Mais Mauricio réconforte Alfred et dit que Marius était juste inquiet. Ils arrivent ensuite au royaume et là, dans une pièce fermée, Alfred se demande pourquoi l'un des chefs de l'armée le convoque. À ce moment-là, le chef apparaît et dit qu'il ne s'attendait pas à être en vie pour voir le fils de Fernando prendre la tête de ce village. Mauricio demande à ce chef, nommé Georges, d'arrêter de tergiverser et lui demande ce qu'il veut d'Alfred. Georges confirme qu'il veut quelque chose et révèle qu'il a vraiment besoin d'Alfred. Il a besoin de lui pour enquêter sur un village perdu qui a signalé la présence de créatures semblables aux morts vivants. Alfred demande pourquoi le capitaine Georges n'envoie pas ses propres soldats sur cette mission. Mais Georges regarde Alfred avec un visage laid et Mauricio dit simplement qu'ils termineront cette mission rapidement sans aucun effort. Alfred, accompagné de Mauricio et Marius, se mettent donc en route vers ce village. Et en chemin, Marius dit qu'il ne comprend pas pourquoi il lui demande de l'aide pour enquêter sur ce village puisque c'est l'église orthodoxe elle-même qui a provoqué la destruction du village après avoir appris qu'un étrange virus se propageait parmi les villageois. Cela dit, le groupe atteint l'entrée du village et là, Mauricio se rend compte que quelqu'un a envahi le village et se demande s'il s'agissait de morts vivants. En réponse, il montre une plante spéciale qu'il a obtenue de Nanoria et dit que selon Nanoria, cette plante avait la capacité de repousser les morts. Soudain, plusieurs morts vivants commencent à émerger de l'ombre du village. Dans le village, Dano affrontait seul ces monstres, mais le nombre de morts vivants était extrêmement important et il fut donc encerclé pendant un moment. En voyant cette quantité de créatures, Marius récite l'incantation de la fleur magique, mais en activant le sort, l'effet de la fleur finit par attirer tous les morts vivants vers Marius. Et à cause de cela, Mauricio défend Marius en utilisant l'attaque précise. En réponse à cette attaque, Alfred avance, vainquant les morts vivants. Mauricio est extrêmement heureux de voir comment Alfred a réussi à tuer tous les morts vivants tout seul et que ses compétences de combat s'améliorent de plus en plus. Après avoir vaincu tous les monstres, Alfred demande à Dano ce qui s'est passé dans ce village et en réponse, Dano dit qu'il ne sait pas et demande pourquoi le groupe d'Alfred était là. Mauricio finit par parler de l'église orthodoxe et à cause de cela, Dano se met en colère et poursuit Marius avec sa lance. Mais Alfred explique qu'ils ne sont pas des alliés de l'église et qu'ils ne sont venus là que pour achever les morts vivants. En entendant cela, Dano abandonne la confrontation et s'en va en disant que cela ne regarde pas Alfred. Après cela, le groupe d'Alfred décide d'aller voir ce qui se passe dans le village et tout en observant les choses, Alfred se demande comment personne de ce village n'a pu survivre car malgré la propagation d'un virus, au moins une personne aurait dû survivre. À ce moment-là, Alfred se rend compte que Dano était l'un des membres de ce village et lorsqu'il arrive au cimetière, Alfred trouve Dano en train de pleurer la mort de ses proches. Dano dit alors qu'il avait fui le village avant même l'épidémie du virus et maintenant qu'il était en ville, il pensait que le moins qu'il pouvait faire était de lui offrir un enterrement décent et de pleurer la mort du villageois. Mauricio demande si Dano avait vu des visages familiers parmi les morts vivants qu'Alfred avait tués. Dano répond que non et Mauricio dit que c'était évident puisque tous les monstres ont été invoqués par un cercle magique disant qu'il n'y a aucun moyen pour un être humain de se transformer en monstre. Après avoir entendu cela, Dano se résigne un peu à tout et décide d'entrer dans l'église pour prier un peu. Cependant, en entrant, il court rapidement vers l'autel de l'église pour récupérer le livre du prêtre. En lisant, Dano devient extrêmement triste en apprenant que jusqu'à la fin de leur vie, les villageois ont prié et demandé à être guéris. Dano se met alors
alors à pleurer et révèle que le prêtre était en fait son père. Il dit qu'après la mort de sa mère, son père a décidé de devenir prêtre et qu'il voulait que Dano le devienne aussi. C'est pourquoi il a décidé de fuir le village. Cependant, maintenant qu'il sait que son père a souffert jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il était aventurier et heureux, il a complètement honte de son acte. Soudain, des soldats de l'église orthodoxe apparaissent et disent que tous les habitants étaient destinés à mourir pour avoir envahi ce village interdit. Furieux, Dano dit que les villageois sont morts à cause de l'église orthodoxe qui ne leur a même pas donné un coup de main. En réponse, les soldats appellent Dano le serviteur du mal et disent qu'ils mettront fin à tout ce mal en le détruisant complètement. Alfred défend l'attaque et dit que Dano pleurait la mort de ses proches et amis et donc peu importait qu'il s'agisse d'un membre de l'église ou de l'armée. Personne n'empêcherait Dano d'honorer sa famille. Soudain, un mort-vivant géant apparaît et attaque violemment les membres de l'église. Maurice et Alfred attaquent le monstre mais contrairement aux autres, ce mort-vivant a la capacité de se régénérer. Maurice voit alors plusieurs fleurs anti-mort-vivant et envisage d'utiliser leur pouvoir pour combattre un mort-vivant géant. Mais Dano explique que ces fleurs étaient la raison de l'existence des morts-vivants car selon la légende de Magnolia, il existe une fleur qui donne la capacité d'augmenter la régénération. Cependant, Dano explique que selon la légende, il y avait aussi une fleur unique qui faisait fuir les morts et cette fleur se trouvait dans ce cimetière. Que comprenez-vous de tout cela? Rien. Maurice ramasse rapidement la fleur et tandis qu'il récite le sort, le mort-vivant géant commence à brûler et à changer de couleur. De cette façon, Alfred et Dano lancent une puissante attaque contre le mort-vivant et cette fois, le monstre est vaincu une fois pour toutes. Dano dit au revoir à son père une fois pour toutes dans l'église et à l'extérieur du village. Alfred dit à Maurice qu'il devrait retourner à la capitale pour remettre le rapport à Georgia et découvre les véritables intentions de Georgia en leur ordonnant de mener à bien cette mission. À ce moment-là, Dano quitte le village et demande pourquoi Alfred est toujours là. En réponse, Maurice dit que c'est à cause de Dano et qu'à partir de maintenant, Dano devrait devenir le chevalier d'Alfred sans beaucoup d'options pour continuer sa vie et aussi pour se venger dans le futur. Dano finit par accepter et en serrant la main d'Alfred, il dit qu'il espère vivre de grandes aventures en tant que son serviteur. Au palais royal, un soldat dit au roi Chariot que l'armée de Camélia et l'armée de Daria est s'allient pour détruire Hortense. En réponse, Chariot dit que le pape pourrait résoudre ce problème à sa place et à cause de cela, le pape quitte le chevalier templier nommé Didier et envoie des renforts de l'armée de l'église pour vaincre l'armée de Camélia. Pendant ce temps, Alfred dit à Dano qu'il ne soupçonnait pas la Géorgie et qu'ils devraient tous se rendre à Hortensia pour confirmer les véritables intentions de la Géorgie. Ils se mettent donc en route et, dans la voiture, Maurice dit qu'il haïssait encore beaucoup l'église orthodoxe, mais qu'il voulait voir à quoi ressemblait la capitale d'Hortensia et en apprendre davantage sur les problèmes liés à la guerre. À ce moment-là, Dano arrête le chariot et demande au groupe de regarder le massacre qui s'est produit juste devant eux. En regardant de plus près, Alfred se rend compte que tous ceux qui étaient là étaient des marchands et qu'ils ont probablement été attaqués par des monstres, car cette destruction n'aurait pas pu être faite par un humain. Alfred décide alors de vérifier les chariots du marchand et à l'intérieur de l'un d'eux se trouvaient deux enfants qu'Alfred reconnaît comme étant des enfants du royaume de Daria et qu'ils étaient probablement des esclaves. Alfred promet alors de sauver les deux petites filles et de les emmener dans un orphelinat. En entendant cela, les deux petites filles se jettent sur Alfred et, en voyant les marques de blessures sur les monstres, Maurice devient extrêmement méfiant. Plus tard, le groupe d'Alfred décide de faire une halte dans un village voisin et la première chose que fait Dano est d'essayer de gagner l'amour d'une femme qu'il vient de voir. Alfred jette Dano et quand il demande à la femme qui est le propriétaire de ce village, la femme finit par répondre que le propriétaire de ce village détruisait et prenait tout l'argent des gens pour lui-même. Et après que le village ait fait faillite, il s'est enfui et a laissé tous les gens dans la misère. La femme dit alors qu'il ne devrait pas s'inquiéter car le village construisait une église et pour les gens courageux, créer une église sauverait tout le monde de tous leurs problèmes. En entendant cela, Maurice dit que c'était mal et qu'il gaspillait de l'argent pour rien. Cependant, Maurice dit que Maurice ne devrait pas dire ça et que ces gens avaient besoin de quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Plus tard, le groupe se rend dans une auberge et pendant la journée, les enfants n'interagissent avec personne sauf Alfred et en voyant cela, il se souvient de l'époque où il jouait avec sa sœur. La nuit, pendant que tout le monde dormait, les enfants commencent à parler et disent que même s'ils s'amusaient, ils devraient tout arrêter une fois pour toutes. Le lendemain, Alfred arrive dans la capitale de la ville et le groupe d'Alfred est approché par un homme nommé Bertrand. Cet homme est très heureux de voir qu'Alfred a réussi à prendre la place de Fernando et, en voyant les enfants qu'Alfred a amenés, il promet de leur fournir un grand orphelinat pour qu'ils puissent y dormir. Alfred demande alors à Dano et Maurice d'accompagner Bertrand et dit que lui et Maurice parleront à Georges. Le groupe se sépare alors et tandis que Bertrand et Dano sont heureux car ils vont profiter d'une bonne bière pendant la soirée, Marius devient extrêmement inquiet pour Alfred et dans un moment de distraction, il finit par perdre de vue les deux enfants. De retour au royaume, Georges révèle que ce n'est pas lui qui a envoyé le soldat de l'église. Il en vient alors à la conclusion qu'il existe un traître qui divulgue des informations importantes de lui à l'église. Soudain, un bruit de destruction retentit dans la salle et un homme de l'église entre pour annoncer que des monstres attaquent le royaume. Dans le royaume de Camélia, le roi demande à Rug s'il a envoyé quelqu'un pour détruire le royaume d'Hortensia et Rug confirme en disant qu'il a envoyé des assassins pour récupérer la relique qu'il désire tant. Pendant ce temps, Marius s'excuse d'avoir perdu de vue les enfants et en regardant la cathédrale, le groupe voit plusieurs monstres attaquer. Dans la cathédrale, un homme demande au pape de fuir mais il est tué par les enfants. Les enfants révèlent qu'ils sont venus là pour le pape et qu'ils savent qu'il est en possession de la relique sacrée. Connaissant ces monstres, Alfred se met à courir vers la cathédrale et au
malheureusement, il parvient à rejoindre Marius et les autres pour arrêter les monstres qui se dirigeaient vers la cathédrale. Et malheureusement pour eux tous, de plus en plus de monstres sont invoqués et de colère, Bertrand lance une attaque puissante qui balaie tous les monstres d'un coup. Les enfants utilisent alors leur pouvoir pour essayer de tuer le pape avec de la magie et à ce moment-là, Alfred entre dans la cathédrale, complètement secoué par le fait que les enfants aient tué plusieurs personnes de sang-froid et trouvent toujours cela drôle. Les enfants disent qu'ils avaient l'intention de tuer le groupe d'Alfred depuis le début, mais ils ont fini par aimer la manière innocente d'Alfred, et si Alfred se taisait, il ne le tuerait pas. En réponse, Alfred lève son épée et dit qu'il ne peut pas laisser cela impuni. En colère, les enfants utilisent une puissante attaque magique et tuent presque tout le monde en même temps. En réponse, le pape utilise la magie pour dissiper la magie des enfants, et profitant de cette opportunité, Alfred place son épée sur le cou des enfants, les empêchant de se battre. Mais un bruit rugissant se fait entendre et en quelques secondes, un dragon envahit la cathédrale pour tuer tous ceux qui s'y trouvent. À ce moment-là, le chevalier Didier arrive et dit qu'il combattra le dragon seul. Rapidement, l'homme tranche le dragon et par des coups rapides et consécutifs, il prouve qu'il est plus fort qu'un dragon. Cependant, les enfants grimpent sur le dragon et profitant d'une ouverture, le dragon s'enfuit rapidement de là pour ne pas être tué. Didier s'excuse auprès du pape d'être arrivé si tard et quand il regarde le pape, Moreau se souvient de la conversation de Georges et selon Georges, les vrais traîtres au royaume étaient le pape et Didier. Ailleurs, dans le royaume de Camélia, le dragon se transforme en une femme nommée Thérésia et en apprenant que le pape avait la relique, Thérésia va le dire à Rugue. Dans le royaume d'Oliver, le duc Léo a toujours protégé tout et tout le monde. Cependant, lorsqu'il est mort le jour de l'invasion de Camélia, sa position a été transmise à sa fille Adélède. Cependant, le pape a décidé de lui retirer son pouvoir sur le royaume d'Oliver et a fait de Zario le roi des deux royaumes. Puis, la nuit, le pape dit à Didier qu'une guerre avec Rugue était inévitable et que, par conséquent, tout le monde devrait s'unir pour vaincre le royaume de Camélia et que, puisque le royaume d'Oliver abrite une sorcière, il ne pouvait s'empêcher de prendre le contrôle de ce royaume. Puis, dans le royaume d'Oliver, Alfred arrive avec son groupe et c'est un endroit extrêmement beau. Marius et Moreau sont extrêmement enchantés. Cependant, Alfred leur explique qu'ils doivent terminer la mission avant de s'amuser. Cette mission consistait à recruter l'armée d'Oliver comme allié pour Georges, car selon Georges, dans l'église orthodoxe, il y avait deux camps, l'un qui suivait l'église orthodoxe originelle comme lui, et un camp complètement radical qui volait le peuple. Et ce camp radical appartenait à Didier, un camp qui devenait de plus en plus radical et se renforçait au fil du temps. Denoise, entendant cela, dit qu'il devrait au moins y avoir de belles femmes, car cela justifierait au moins le fait qu'il ait tant voyagé juste pour convaincre un soldat. En réponse, Alfred lui dit que l'Adélède de l'histoire est extrêmement belle et que Denoise tomberait probablement amoureux d'elle. En se souvenant d'Adélède, Marius se demande si elle va bien et plus tard, Alfred est accueilli par Adélède qui dit qu'elle est extrêmement heureuse d'avoir rencontré Alfred après si longtemps. En voyant le visage de Marius, Adélède reconnaît presque qu'il s'agit de la princesse, mais Denoise interrompt la conversation et essaie de séduire Adélède avec un flirt insensé. Et à cause de cela, Marius tire Denoise et lui dit de se taire. En entendant ces bêtises, Marius se met à rire et en voyant clairement le visage de Marius, Adélède devient extrêmement heureuse. Et puis Adélède révèle qu'à ce moment-là, elle ne peut pas s'allier à Georges car ces derniers jours, les ennemis ont essayé d'infiltrer le royaume d'Oliver et c'est pourquoi elle a été complètement occupée par cela. Marius, Maurice et Denoise quittent alors le château et, seule avec Alfred, Adélède s'excuse de ne pas pouvoir l'aider mais elle doit donner la priorité à la paix du royaume d'Oliver car c'était la terre que le duc Léo aimait de toutes ses forces. En réponse, Alfred dit que Léo était un homme extrêmement digne et un merveilleux chevalier. Et en entendant cela, Adélède se souvient qu'elle a toujours essayé de surpasser son père mais il était extrêmement habile et lui a toujours dit qu'elle devait comprendre le véritable but du combat pour qu'un jour elle le surpasse. Adélède dit alors qu'elle a perdu la chance de surpasser son père le jour de sa mort et à cause de cela, elle déteste profondément le duc Ranget qui s'est retourné contre le royaume d'Hortensia. À ce moment-là, plusieurs soldats de l'église commencent à emmener plusieurs femmes dans la ville et selon Maurice, il s'agit d'une chasse aux sorcières. Maurice dit que la boîte à sorcières était un canular et que les soldats en recherchaient une en particulier. Adélède arrive à ce moment-là et demande pourquoi les soldats font cela dans son domaine. En réponse, Didier dit qu'il sait qu'Adélède recherchait la princesse Marielle et qu'on dit qu'elle abrite une sorcière dans le royaume d'Oliver. À cause de cela, Didier accuse Adélède de trahison et ordonne aux soldats de punir toutes les femmes suspectées de trahison. Marius, en voyant cela, essaie de confronter Didier mais Maurice lui dit qu'il devrait se retenir. Cependant, Dano devient furieux et attaque les soldats pour avoir blessé plusieurs femmes et en voyant cela, Marius décide de s'allier à Dano pour combattre les chevaliers de l'église. En réponse, Alfred essaie de dégainer son épée mais Didier révèle que si Alfred le fait, tout son village sera condamné à cause de son action. Et après avoir entendu cela, Adélède décide de se rendre et demande à Didier de la prendre mais en échange, il ne doit pas lever la main sur son peuple. Elle finit par être capturée et avant d'être emmenée, elle dit à Alfred qu'un chef doit toujours donner la priorité à son peuple. Soudain, le dragon de Camélia apparaît à côté de lui. Une flotte de soldats apparaît pour attaquer tout le royaume d'Oliver et en raison des circonstances, Didier accorde à Adélède une liberté temporaire et promet que l'armée de l'église l'aidera à faire face à l'armée de Camélia. Profitant de l'occasion, elle demande de l'aide à Alfred dans cette guerre et après avoir reçu la confirmation d'Alfred, Adélède ordonne à son armée d'aller directement vers les ennemis pour commencer la bataille. Un combat sanglant s'engage alors et l'armée d'Oliver se révèle rapidement supérieure dans la bataille. Soudain, Adélède est attaquée et lorsqu'elle regarde sur le côté, elle tombe sur Roi. Adélède tente rapidement
de le confronter, se demandant pourquoi Roi a eu le courage de trahir le lion. Roi se souvient du jour de la mort du lion et lui dit qu'Adélaïde ne savait rien de la véritable histoire. En entendant cela, Adélaïde tente d'attaquer Roi avec sa lance, mais il est bien supérieur au combat, et avant qu'il ne puisse tuer Adélaïde, Alfred et Mario arrivent pour lui apporter leur soutien dans la bataille. Pendant un moment, Adélaïde refuse d'accepter de l'aide, disant qu'elle tuerait Roi seule, mais Alfred lui dit qu'elle devrait agir comme un chevalier et un chef, et qu'elle ne devrait pas se battre pour se venger. En entendant ces mots, elle se calme et décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec Roi avec l'aide d'Alfred, mais le dragon émet un rugissement extrêmement fort. À ce signal, Roi et les soldats de Camélia se retirent sans aucune raison. Voyant cela se produire, Adélaïde se demande pourquoi Roi faisait cela et, en réponse, il dit qu'il protégeait sa vie. Cela dit, il part, et la guerre gagnée, Didier décide d'arrêter à nouveau Adélaïde, mais Alfred se souvient des paroles de Roi sur la protection d'Adélaïde, et à cause de cela, il dit à Didier que si elle est vraiment arrêtée, ils n'auront pas assez de force pour résister à une autre attaque de Camélia, et c'est pourquoi elle devrait être libérée immédiatement, car elle est une pièce très importante dans cette guerre. Sans argument pour contrer, Didier finit par libérer Adélaïde. Plus tard, seul avec elle, Alfred dit qu'il ne sait plus qui a raison et qui a tort dans cette guerre, car bien qu'il soit d'Hortensia, le pape et Didier commettaient plusieurs crimes, et que d'une certaine manière, Roi ne semble pas attaquer Hortensia sans raison. De retour sur le bateau, Thérèse dit qu'elle était heureuse qu'Adélaïde ait réussi à être libérée, et que malgré le fait qu'Usu semble être une personne mauvaise, elle croit vraiment en sa bonté. Roi dit la même chose, disant qu'il sait que Usu est un homme qui s'est toujours battu pour son peuple, et parce qu'il est leur chef, il croit fermement que personne ne leur marchera dessus. Quelques jours plus tard, Marius parle un peu de la légende de la princesse et du géant, qui est en fait une histoire d'une princesse expulsée de son royaume qui a marché jusqu'à une île lointaine. À mi-chemin, elle est sauvée par un géant de pierre qui l'aide et retourne avec elle dans son royaume. Pendant ce temps, Denoise et Maury jouent sur la plage et voyant à quel point Marius est sérieux, Denoise dit à Marius de se déshabiller et de s'amuser sur la plage. Maurizy arrive alors et leur rappelle pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire pour enquêter sur une jeune femme qui prétend être la princesse Marielle. Cette jeune fille rassemble une armée qui grandit de plus en plus dans le but de lutter contre l'église orthodoxe. Dans un autre endroit, un homme dit à la prétendue princesse Marielle qu'il est temps pour elle de se rendre à son rendez-vous. En réponse, la princesse dit qu'elle aiderait son peuple. Peu après, nous voyons le groupe d'Alfred arriver à un événement pour l'armée de volontaires créée par la princesse. En voyant toute la situation, Marius devient triste et se demande combien de temps il va rester dans cette situation avec une fausse identité. En réponse, Maurizy dit que tout va bientôt changer et qu'il sera toujours là pour la soutenir en tant que vraie princesse. Et en voyant la fausse princesse, Marius est extrêmement perplexe car elle est complètement différente. Et pour couronner le tout, la fausse princesse a son faux géant qui ressemble plus à une mecque mal conçue. Cependant, cela rend les soldats très motivés. Ainsi, après avoir confirmé que l'existence de la princesse n'est qu'une fausse rumeur et que l'armée de volontaires de la princesse était extrêmement petite, tout le monde se prépare à partir. Mais Marius s'énerve et insiste pour mettre fin à cette farce ridicule de princesse. En se rendant dans la fausse salle du trône de la fausse princesse, le chevalier dit que de nombreuses personnes ont rejoint l'armée de volontaires après sa présentation. Mais la princesse semble inquiète de toute cette situation. À ce moment-là, 3 soldats entrent dans la pièce et annoncent que l'église attaque Hortensia à la recherche de la princesse Marielle sous prétexte d'une chasse aux sorcières. Ils disent qu'il est temps de riposter et finissent par mal interpréter les paroles de la princesse, alors ils décident de riposter contre l'église orthodoxe. Le faux chevalier de la princesse les poursuit pour dissiper le malentendu et empêcher des innocents de mourir. Pendant ce temps, les jumelles Thalia et Elva arrivent sur l'île à la recherche de la princesse Marielle du géant de la légende. Et que la rumeur soit fausse ou non, les jumelles sont juste là pour s'amuser. Peu de temps après, le groupe d'Alfred arrive dans la chambre de la fausse princesse et la confronte pour qu'elle dise la vérité. La fausse princesse s'excuse alors et explique toute la situation. Dans le passé, la fausse princesse Marie et son chevalier Jean apprirent qu'une attaque avait eu lieu dans un village voisin et découvrirent que la disparition de la princesse y était liée. Après cela, les deux commencèrent à jouer au chevalier et à la princesse comme ils le faisaient dans leur enfance. Mais certains villageois qui se trouvaient à proximité croyaient vraiment que Marie était la vraie princesse et lui jurèrent fidélité. Et comme elle ne voulait pas enlever l'espoir aux villageois, Marie continua à se faire passer pour la princesse. En entendant tout cela, Marie a dit qu'il va aider Marie. Mais Alfred intervient bientôt, disant qu'elle doit révéler sa véritable identité pour se protéger de la chasse aux sorcières. Et à cause de cela, Alfred et Marius ont une brève dispute, mais elle est bientôt interrompue par l'arrivée de Jean et d'autres soldats. Tout le monde commence à se battre parce qu'ils pensent qu'Alfred et les autres sont des soldats de l'église. Et pendant que tout le monde se bat, Marie et Marius s'échappent dans une grotte. Le combat continue et Jean dit qu'ils sont des fanatiques de l'église qui veulent faire du mal à la princesse. Marius dit qu'il n'a pas les compétences pour affronter Alfred. Et Alfred explique la situation et ce que Marie ressent à l'idée de prétendre être quelqu'un d'autre. En entendant cela, Jean lâche son épée et décide d'écouter Alfred. De retour dans la grotte, Marie explique que Jean ne voulait que le meilleur pour elle et retourner dans le passé. Pour être plus précis, lorsqu'ils étaient tous les deux enfants, nous voyons Jean réconforter Marie d'être orpheline. Il l'emmène voir le ciel étoilé. Là, les deux jouent et font semblant d'être le chevalier et la princesse. Et de retour dans le présent, Jean réfléchit et voit qu'il a eu tort, alors il décide de s'excuser auprès de Marie. Marie continue de parler à Marius et décide de s'excuser auprès de tout le monde et de dire la vérité. À ce moment-là, Jean arrive et ils décident tous les deux qu'ils doivent tout révéler aux volontaires. Alors, il convoque tout le monde et devant tous les soldats, Marie révèle que tout cela n'était qu'une farce et qu'elle n'est pas la vraie princesse.
princesse. Les soldats sont très en colère en entendant cela, mais le faux géant prend vie et attaque Marie de nulle part. Tout cela est dû à la magie des jumeaux qui commencent à attaquer Jean et Marie. À ce moment-là, les soldats volontaires disent que malgré tout, ils soutiendront toujours Marie car grâce à elle, ils espéraient se battre à nouveau. Le groupe d'Alfred commence alors à se battre contre le géant lorsque, sorti de nulle part, le géant attaque Marius et un véritable géant de pierre l'arrête et tous deux sont détruits. Les jumeaux, voyant qu'il n'y avait plus de quoi s'amuser dans cet endroit, s'en vont. Après cela, le temps passe et Jean et Marie disent au revoir à Marius et à son groupe. Ils disent qu'ils ont été pardonnés par les soldats et qu'ils continueront à lutter contre l'oppression de l'église. Marie remercie Marius et lui demande de transmettre un message à la vraie princesse, lui disant que malgré tous les problèmes, tous les habitants d'Hortensia étaient impatients de son retour. Quelques jours plus tard, nous voyons Nanoria essayer d'acheter des herbes à une caravane, mais le marchand dit que les herbes sont rares parce qu'un certain village est devenu une ville fantôme. Dano entend cela et dit qu'il connaît ce village, car il faisait autrefois du commerce avec son village. Après cela, chez Mauricio, Dano parle à Nanoria et dit qu'il va enquêter sur ce village. Alfred et Marius apparaissent et le rejoignent pour enquêter. Nanoria veut également se joindre à eux, mais Dano ne le permet pas car c'est trop dangereux. Alors tout le monde part, et Nanoria dit au revoir. Quand ils arrivent tous les trois dans ce village, ils voient un villageois empêché d'entrer par des soldats de l'église orthodoxe. Ils se dirigent alors vers ce village par un raccourci. Une fois sur place, ils rencontrent un villageois qui leur explique que l'église orthodoxe a pris le contrôle total de tout dans le village il y a 2 ans. De plus, ils ont isolé ce village des autres villages, laissant les villageois complètement piégés à l'intérieur. Un ancien prêtre nommé Adel arrive et commence à parler à Dano. Adel explique qu'il n'appartient plus à l'église car il n'a pas réussi à sauver le village de Dano il y a quelques années car en voyant la terrible maladie qui sévissait dans ce village, Adel s'est enfui de peur. Et après avoir raconté cela, Adel demande à tout le monde de le suivre. Ils se rendent sur une montagne près de l'hôpital du village et Dano demande à Adel s'il connaît le prêtre du village Pétalia. En réponse, Adel dit que le père de Dano était un grand homme et qu'il a beaucoup aidé son village au milieu du désespoir et de la douleur. Ils continuent leur marche et Adel révèle que cet hôpital est utilisé comme prison pour les personnes infectées par la peste et qu'à l'intérieur, ces personnes sont également utilisées dans une expérience légale et que pour cette raison, ils doivent agir immédiatement. Tout le monde accepte d'aider mais Alfred dit qu'il devrait signaler cela au capitaine George, mais Mario n'est pas d'accord et convainc Alfred d'agir immédiatement. Adel les guide vers un canal qui les mène directement au sous-sol de l'église. Dano dit qu'Alfred a peur de l'église et Alfred est d'accord avec lui, disant qu'en tant que chef de village, il donne la priorité à la vie de son peuple et s'il était arrêté par l'église, il savait que tout son peuple souffrirait éternellement pour les crimes qu'il a commis. Cependant, voyant l'état dans lequel se trouvait le village, Alfred dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'aider, il s'excuse donc auprès de tout le monde et décide de continuer sa route. En approchant de leur destination, le groupe d'Alfred tombe sur des zombies infectés par la peste. Tout le monde dégaine rapidement son épée et vainc le zombie. Dano ne reconnaît aucun des zombies comme étant des résidents du village de Patel. Malgré sa peur, il achève un zombie qui se trouvait devant lui. Poursuivant leur enquête à l'hôpital, ils arrivent dans une salle remplie de personnes infectées qui ne peuvent pas bouger. Cependant, ils sont interrompus par les pas d'un géant et ils courent se cacher. Dano finit par prendre trop de temps et il finit par être attrapé par le géant. À ce moment-là, le docteur Garce apparaît, qui révèle qu'il est le responsable des expériences qui ont créé les zombies des égouts. Selon le docteur Garce, transformer les malades en zombies consistait à faire en sorte que les gens cessent de ressentir la douleur et en entendant toutes ces bêtises, Dano traite Garce de monstre. Mais en réponse, Garce dit qu'il ne fait qu'obéir aux ordres du pape. Dano décide alors de se battre seul contre l'autre géant et Garce, car si Alfred était vu, tout son village serait condamné. À ce moment, Dano est jeté au loin et une boule de fer est également lancée sur lui. Cependant, Marius dévie la balle et le sauve. Finalement, Alfred décide de se joindre au combat et demande à Maury d'avertir les autres à sa place. Après avoir dit cela, Adel et Maury s'enfuient, ceux qui sont restés se battent ensemble et, avec des attaques combinées, ils vainquent le premier ennemi et sont maintenant sur le point de vaincre le docteur Garce. Cependant, Didier les arrête, disant que le docteur Garce a été autorisé par le pape lui-même. Alfred confronte Didier, disant que jusqu'à ce qu'il demande au pape si c'est vrai ou non, Didier sera son prisonnier. En réponse, Didier dégaine son épée et bat Alfred d'un seul coup. Dano et Marius lui font face, mais sont également facilement vaincus. À ce moment-là, Didier découvre que Marius est la princesse Marielle et la capture, disant à tout le monde qu'elle était la sorcière qui causait la peste. Alfred, voyant cela, tente de se défendre, mais il est assommé. Dano et Alfred sont maintenant pris au piège. Alfred réfléchit à la manière dont il peut aider Marius, jusqu'à ce que Lucan, un capitaine de l'église orthodoxe, arrive de nulle part. Et parce qu'il connaît ce Lucan, Alfred lui demande de l'aider à empêcher l'exécution de Marius. Cependant, Lucan dit que c'est impossible et dit que Marius sera bientôt exécuté et qu'ils seront tous les deux punis également. Et après avoir dit cela, Lucan s'en va, sans écouter ce qu'Alfred voulait dire d'autre. Dans un rêve, la princesse Marielle dit qu'elle veut être comme Alfred et sauver tout ce qu'elle peut. Cependant, Chariot lui demande pourquoi elle ne l'a pas sauvé et l'a laissé seule dans le palais. À ce moment-là, le loup-garou apparaît et Marielle se souvient de son père, Fernando et Léal qui étaient morts. Et juste au moment où Marielle était sur le point d'être attaquée par le loup-garou, les geôliers la réveillent. Les soldats ont l'intention de s'en prendre à Marielle car ils pensent qu'elle est en réalité la sorcière responsable de la peste. Mais Didier arrive et les en empêche. Didier s'excuse alors du traitement qu'il lui a infligé et révèle qu'il sait qu'elle était la princesse. Pendant ce temps, Alfred et Danois sont transportés dans une autre cellule. Ils profitent alors d'un moment de distraction
pour s'en prendre aux soldats. Après cela, Alfred dit qu'il sauvera Marius de l'exécution pour un crime qu'il n'a pas commis et il court rapidement pour sauver Marius. Didier libère la princesse et s'excuse de ne pas l'avoir reconnue plus tôt. Cependant, il dit toujours qu'elle sera exécutée. Cependant, avant que cela n'arrive, il décide de lui offrir un dernier cadeau et il libère ainsi les souvenirs de la princesse concernant sa mère qui était une femme très malade. Et après sa mort, le roi a essayé de ramener la reine à la vie en utilisant une relique sacrée et c'est ainsi que le roi a commis un grand tabou. Et à cause de cela, tout le monde s'est retourné contre le roi et tout le royaume a commencé à en souffrir. Et après avoir révélé ces choses, Didier garantit que Marielle sera tuée ce jour-là. Pendant ce temps, Danois et Alfred continuent à chercher Marielle, mais les deux sont pris en embuscade par des gardiens de prison qui tentent de les attaquer. Cependant, Maurice s'est déguisé parmi les gardes et grâce à cela, il parvient à aider Alfred à s'échapper. Cependant, sur le chemin de la sortie, le groupe est intercepté par Lucan qui dit qu'il n'a plus besoin de jurer fidélité au royaume puisque le roi est mort et la princesse a disparu. Mais Maurice révèle que la princesse est vivante et dit qu'Alfred ne faillira pas à son sauvetage. Et tandis qu'Alfred s'échappe, Maurice affronte Lucan pour lui faire gagner du temps. Peu après, on voit le pape être informé de l'évasion d'Alfred et Didier lui dit qu'il a choisi la princesse plutôt que l'église. Le pape dit qu'ils doivent être éliminés à tout prix et Didier suit l'ordre, ouvre un portail et part en mission. En voyant cela, le pape se méfie du pouvoir de Didier et dit qu'il devrait également se débarrasser de lui à un moment donné. Marielle se dirige vers sa plateforme d'exécution. Elle pense un peu à tous ses amis et à la façon dont ils ont tous souffert des conséquences de l'action du roi. À cause de cela, elle souhaite que la bonne chose à faire soit de mourir sur place. Cependant, Alfred et Danois n'ont pas l'intention de la laisser mourir. Ils se dirigent à toute vitesse vers la plateforme d'exécution et vainquent tous les gardes sur le chemin. Et lorsque Marielle est sur le point d'être pendue, Alfred vaincra un garde et lancera son épée vers la corde de la potence, sauvant Marielle. Alfred court vers la plateforme d'exécution pour libérer Marielle, mais il est arrêté par Didier. Alfred et Danois affrontent alors Didier ensemble, mais ils sont facilement vaincus par lui, qui dit que les sentiments seuls ne suffisent pas à le vaincre. Marielle leur demande de s'arrêter et de partir, car si elle meurt, personne d'autre ne souffrira. Mais Alfred continue de se battre contre Didier. Alfred est entouré de soldats de l'église, mais malgré cela, il dit qu'il ne renoncera pas à un ami, et c'est pourquoi Marielle ne doit s'inquiéter de rien. À ce moment-là, Bertrand détruit le mur de la prison, et avec lui apparaît la grande armée d'Oliver, ainsi que tous les soldats qu'Alfred avait vaincus tout au long de sa mission. Adèle dit qu'il a appelé tous les alliés des princesses pour la sauver, et alors une grande bataille commence entre l'église orthodoxe et les alliés des princesses. Didier est arrêté par Lucan et Adélaïde, tandis qu'Alfred se dirige vers la plateforme d'exécution. Alfred tente de libérer la princesse, mais il est arrêté par un autre bourreau, et les deux commencent à se battre. Didier continue de se battre avec Lucan et la fille, jusqu'à ce que Maurice se joigne également à la bataille. Cependant, Didier est extrêmement fort et tient bon face aux trois. À ce moment-là, Alfred parvient à achever le bourreau et parvient enfin à atteindre Marielle. Didier, voyant que la bataille est perdue, ouvre un portail sombre et se retire. Tout le monde essaie de l'arrêter, mais sans succès, et Didier s'échappe par le portail. La princesse Marielle demande à Alfred pourquoi il a fait tout cela et Alfred répond qu'il se fiche de qui elle est. Ce qui compte, c'est qu'elle est une personne qu'il considère comme faisant partie de sa famille et que pour cette raison, il serait toujours prêt à lui sauver la vie, qu'elle soit un homme ou une femme. Un peu de temps passe et Alfred se rend sur la tombe de son père. Marielle arrive alors et révèle sa véritable identité, la princesse d'Hortensia. Elle s'excuse d'avoir entraîné Alfred dans tous les problèmes d'Hortensia, mais Alfred n'est pas d'accord et dit que tout ce qu'elle a fait était de penser aux gens du royaume. Après avoir dit cela, Alfred s'agenouille et jure fidélité à la princesse, promettant d'être son fidèle chevalier. Dans le royaume de Cornelia, Ruse est informé du sauvetage de la princesse Marielle et de la guerre entre la princesse et l'église orthodoxe. En entendant tout cela, Ruse dit qu'il va bientôt agir et qu'une nouvelle phase du royaume d'Hortensia est sur le point de commencer. Dans le royaume d'Oliver, tous les gens qui étaient contre l'église orthodoxe se rassemblent pour former une grande résistance contre l'église et ils le font grâce au retour de la princesse. Adélaïde informe tout le monde que la faction anti-église grandit de plus en plus et Lucan lui suggère de rallier la princesse et Albert à ses côtés dès que possible. Cependant, Adélaïde dit qu'avant de le faire, la faction anti-église doit accomplir quelque chose pour obtenir un avantage dans cette guerre. Et quelque part dans l'inconnu, un garçon avec un éclair dans les yeux dit qu'il va analyser Maria une fois pour toutes. De retour auprès d'Albert, Nanoria fait les valises de tout le monde pour partir pour Oliver. Dano essaie d'éviter la princesse par tous les moyens et finit par tomber sur Nanoria. Il lui demande pourquoi elle semble déprimée et elle s'irrite qu'il n'ait pas remarqué à quel point elle était inquiète pour eux tous. Elle parle de son inquiétude lorsqu'elle a découvert qu'ils étaient tous devenus prisonniers et qu'elle est encore plus inquiète maintenant car ils se dirigent tous vers une autre bataille dangereuse, ce qui la rend extrêmement inquiète. Nanoria mentionne à quel point elle est confuse au sujet de l'identité de Marielle et Dano répond qu'il est également confus, c'est pourquoi il évite tellement la princesse car il s'est comporté très grossièrement envers elle à plusieurs reprises alors qu'elle prétendait être Marius. Mauricio arrive alors et dit à Dano que tout ce qu'il ressent est absurde. Il l'emmène ensuite dans la pièce où se trouve la princesse. La princesse parlait à Alfred et elle révèle qu'elle est gênée par le fait que tout le monde la traite de manière si formelle. Alfred dit que puisqu'elle est la princesse, c'est comme ça que tout le monde la traitera désormais. Mais Marielle dit qu'Alfred est différent puisqu'il est un ami personnel de Marielle et qu'il devrait donc au moins la traiter normalement. Marielle dit qu'Alfred peut même continuer à l'appeler Marius comme il le faisait avant et en réponse Alfred dit qu'il ne peut pas faire ça parce qu'elle est une princesse mais la princesse insiste.
À ce moment-là, Mauricio arrive, traînant Dano à travers la porte. Ils s'agenouillent tous les deux devant la princesse, et Mauricio demande quelle sera la punition de Dano pour avoir été impoli avec elle pendant si longtemps. Dano accepte et demande quelle sera sa punition. Marielle dit alors qu'il doit être son chevalier avec Alfred. Dano jure alors fidélité à la princesse, et se lève, disant que personne ne posera jamais le doigt sur elle. À ce moment-là, Nanor entre dans la pièce et essaie de parler, mais personne ne l'écoute. Elle se dirige alors vers la princesse, et tout le monde l'écoute enfin. Nanor dit qu'elle était très inquiète pour tout le monde, et qu'elle ne veut pas être laissée pour compte cette fois-ci. Alfred dit que cette bataille sera bien plus importante que les autres auxquelles ils ont été confrontés, et qu'il serait très dangereux pour Nanor de la suivre. En entendant cela, Nanor prend alors son arc et démontre ses compétences, ce qui finit par surprendre tout le monde, et en voyant une telle habileté, tout le monde n'a d'autre choix que d'accepter de la laisser partir avec eux. Nanor est très heureuse et remercie la princesse, mais Marielle dit à Nanor qu'elle ne devrait pas faire autant d'efforts, car même si elle s'est tiré une flèche, ils pourraient tous finir par mourir. Soudain, un chevalier d'Oliver prévient qu'un message d'Adirad est arrivé. Après cela, la princesse et le groupe d'Alfred marchent avec Adirad à travers la forêt. Alfred demande s'il ne devrait pas faire des alliances avec les seigneurs au lieu de marcher dans la forêt. Adirad est d'accord, mais dit qu'avant cela, ils doivent trouver quelqu'un de très important s'ils veulent vaincre l'église. Le groupe arrive alors dans une cabane au milieu de la forêt. En ouvrant la porte, le groupe tombe sur un enfant. La princesse lui demande si l'enfant est celui qu'elle était censée rencontrer. L'enfant s'excuse alors et lance un sort de mémoire sur la princesse, tout comme l'a fait Didier. La princesse s'évanouit et ses amis s'inquiètent, mais Adirad les calme et dit que l'enfant nommé Lacroix est une sorcière. Dans les souvenirs de Marielle, elle lit un livre dans sa chambre, et sa mère est venue l'appeler car tout le monde l'attendait dans la salle de fête. De retour dans le présent, Nanor s'inquiète pour la princesse et lui demande si elle va vraiment bien. Adirad dit qu'elle va bien et que tout le monde devrait faire confiance à la sorcière. Alfred lui demande si elle est vraiment une sorcière, et Adirad lui confirme que c'est le cas. Elle explique ensuite que la sorcière avait pour habitude de parcourir le royaume en vendant des médicaments aux effets presque magiques, ce qui a attiré l'attention de l'église orthodoxe, ce qui a poussé Lacroix à se réfugier chez Oliver. Denoise demande si les sorcières sont simplement des personnes qui fabriquent des médicaments, et en réponse, Lacroix dit que ce n'est qu'un déguisement des sorcières, et qu'en réalité celles qu'on appelle sorcières sont des sentinelles qui gardent toutes les connaissances de ce royaume de magie. Et revenons au souvenir de la princesse, elle est accueillie et attendue à sa fête d'anniversaire. Son père dit que tout le monde l'attendait. Fernando s'approche et salue la princesse, lui disant que son fils s'entraîne pour devenir un chevalier qui la défendra. Le père d'Adirad arrive et déclare que sa fille ne sera pas laissée pour compte non plus, et qu'elle sera également un chevalier sous les ordres de la princesse. Marielle demande à Adirad si elle la protégera à l'avenir, et Adirad répond qu'elle fera tout pour garder la princesse en sécurité. Marielle regarde alors sa mère, lui disant qu'elle espère que des jours comme ceux-ci dureront pour toujours. Quelques mois plus tard, on voit la princesse à côté de sa mère malade et en pleurs. Elle dit à sa mère qu'elle protégera son jeune frère. La reine sourit et lui dit qu'elle l'aime et la remercie de l'avoir eu comme fille. Et quand il voit sa femme mourir, le roi désespère et lui demande pourquoi elle l'a quitté. Après cela, dans le futur, nous voyons à nouveau le roi essayer d'utiliser la magie pour ressusciter sa femme. Dans un espace en dehors des souvenirs, la sorcière parle à Marielle et lui montre l'artefact qui détient la capacité d'exaucer n'importe quel souhait. Mais cela n'arrive que si la personne est capable de contrôler son pouvoir. La sorcière affirme que le roi précédent et le pape actuel voulaient cet artefact uniquement pour satisfaire leurs propres appétits. De plus, la crosse révèle que tous les monstres qui apparaissent dans le royaume sont dus à l'utilisation de cet artefact, et même la tragédie qui est arrivée à la princesse est également due à l'artefact. La sorcière dit que Marielle a la grande possibilité d'utiliser l'artefact et de tout changer. Cependant, Marielle est arrêtée par Alfred, qui lui rappelle tous ses amis, puis elle invoque son épée et coupe l'artefact, empêchant une autre tragédie de se produire. À ce moment-là, Marielle se réveille et voit tous ses amis à ses côtés. Marielle tient la main d'Alfred, qui la lâche immédiatement par embarras. La princesse demande qui a la relique, et la crosse révèle qu'elle est avec le pape. Et en apprenant cela, tout le monde convient que le pape avec un objet aussi puissant est très dangereux. Il pourrait facilement provoquer une autre tragédie. La crosse révèle que la princesse a réussi le test, et même si elle a la relique, elle ne l'utilisera pas de manière incorrecte. Par conséquent, elle est une personne digne d'être la détentrice d'une telle relique. Et avec le plan établi, tout le monde quitte la cabine, et Atride les invite à se rendre auprès d'Oliver. Tout le monde est d'accord et est impatient de partir. Marielle dit à Alfred qu'elle veut vraiment qu'il l'appelle Marius, et n'ayant pas d'autre choix, Alfred accepte, à condition qu'il n'y ait personne autour, et la princesse accepte. Dans un autre royaume, Theresia a une vision de la mort d'Alfred, et dit à Rouge qu'elle doit se rendre à la capitale, mais elle s'effondre sans force. Rouge lui dit alors de se reposer et lui révèle qu'il se rendra lui-même à la capitale. De retour à Oliver, la princesse Marielle prononce un discours devant son armée sur la protection du peuple et du royaume. Les portes s'ouvrent et tout le monde commence à marcher vers la capitale. Marie et Jim parlent à la princesse et lui disent à nouveau qu'ils sont à sa disposition. Ensuite, Atride parle à Maurice du manque de réponse d'un vieil ami. Dans un autre endroit, nous voyons que ce vieil ami a été attaqué par quelqu'un de mystérieux, et alors qu'il marche vers la guerre, il se déchaîne. Maurice et Alfred parlent d'une possible embuscade des troupes de l'église, puis ils voient les troupes caméléons. Soudain, une boule noire tombe au milieu de l'armée de la princesse et les deux jumeaux apparaissent au milieu de la poussière pour faire face à l'armée de la princesse. Dans le palais, le pape prie et demande à Didier comment il a pu ne pas prévoir l'attaque de l'armée de la princesse. Didier répond que ce n'était qu'une erreur de calcul, mais qu'il n'y avait rien à craindre. À ce moment-là, le soldat Fregwell arrive et dit que la deuxième armée
l'armée est prête à attaquer les troupes de la princesse. Didier dit qu'il ne devrait pas attaquer avant de savoir où se trouve sœur Balthazar. Cependant, ce soldat prétend qu'il peut remplacer son grand-père, alors le pape dit qu'il laissera l'ordre des paladins à la disposition de Fléguet. Et en apprenant que le fils de Fernando fait partie des troupes de la princesse, Fléguet sourit et part diriger les troupes. Les jumeaux continuent d'attaquer l'armée de la princesse, mais sont arrêtés par les flèches de l'armée des caméléons. Alfred est prêt à contre-attaquer, mais attend. L'armée d'Hortensia et celle du caméléon se repèrent, mais Alfred les empêche de commencer à se battre. À ce moment-là, Roi apparaît et fait reculer les jumeaux, car s'ils continuent, ils finiront par affecter Thérésia. En apprenant cela, les jumeaux obéissent, et Roi promet également de ne pas combattre l'armée de la princesse. En entendant tout cela, Alfred finit par accepter une trêve. Au même moment, l'armée de l'église lance son attaque contre les forces de la princesse. Un escadron de fusiliers tend une embuscade aux forces et commence à tirer, mais ils sont rapidement réprimés par Alfred, Dano et Mauricio. Plus tard, au camp de l'armée des caméléons, les jumeaux sont réprimandés par Rug. Cependant, les jumeaux ne s'en soucient pas et quittent la tente. Roi demande s'il ne devrait pas leur donner une leçon plus sévère, et Rug répond qu'il n'y a rien à faire, car Derry est une nation alliée et essentielle aux caméléons. Et en parlant d'Alfred, Rug est intrigué par l'attitude du jeune homme lorsqu'il donne la priorité à ses soldats plutôt qu'à sa fierté de chevalier. Lors d'une réunion entre les chevaliers et la princesse, il est révélé que l'escouade qui a attaqué l'armée plutôt utilisait des fusils qui sont extrêmement mortels. Cependant, Bertrand dit que malgré leur puissance, ces fusils prennent beaucoup de temps à recharger. Dans son bureau, Flegg est informé de la défaite de l'équipe d'embuscade, mais cela ne le dérange pas car il s'agissait simplement d'une équipe destinée à tester l'efficacité des fusils et selon le soldat, les mousquets ont passé le test et se sont révélés extrêmement mortels. Le soldat informe également qu'Alfred est en première ligne de l'armée de la princesse et sachant cela, Flegg est impatient de l'affronter. Le lendemain, les deux armées se rencontrent au pont. L'armée de la princesse est désavantagée car les soldats de l'église sont plus nombreux et ont des mousquets. Flegg est donc très confiant dans sa stratégie et croit que sa victoire est déjà certaine. Cependant, Alfred élabore une stratégie avec Dika et parvient à contourner ce désavantage en attaquant les troupes de l'église par les côtés. Au loin, Roi et Rosé regardent la bataille. Les deux armées continuent de se battre et alors que Flegg s'apprête à tirer sur Alfred, l'armée des caméléons arrive pour les aider. Profitant de l'écart, le reste des troupes d'Hortense traverse le pont et parvient à vaincre les paladins sans difficulté. Flegg devient désespéré et révèle qu'il a presque blessé son propre grand-père pour obtenir sa position. En entendant cela, les troupes l'abandonnent et Flegg est vaincu. Puis, après qu'Alfred ait vaincu les paladins et décidé de continuer son voyage vers le palais, Flegg apparaît et attaque Alfred par derrière, mais Alfred se défend. Les deux se battent en duel et Alfred demande à Adorid d'emmener la princesse dans un endroit sûr. Cela dit, ils continuent leur combat et Alfred a un net avantage et Flegg, lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas le vaincre, commence à blâmer Alfred pour tous ses échecs, en disant qu'il a toujours été comparé à Alfred pour être également le fils d'un guerrier. En entendant cela, Alfred désarme Flegg et remporte le combat. Après le combat, Alfred tourne le dos à son adversaire et profite de cet écart pour sortir un pistolet et tirer sur Alfred, mais Alfred esquive à nouveau et coupe l'arme de Flegg. La princesse intervient et dit à Flegg à quel point il s'est trompé au sujet d'Alfred. Elle dit qu'après la mort de son père, Alfred a dû tout conquérir à nouveau et qu'il a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il a. Et après avoir dit cela, les troupes de la princesse partent, laissant Flegg seul. À ce moment-là, un paladin arrive derrière Flegg. Il ordonne alors aux paladins de rejoindre la deuxième escouade et leur dit qu'ils doivent tous tenter une attaque dans le dos de la princesse. Flegg se retourne alors et voit le paladin pointer son arme sur sa tête et sans même hésiter, le paladin tue Flegg sur le coup. De retour à l'église, Didier rapporte au pape ce qui s'est passé dans la bataille et le pape dit simplement qu'il s'y attendait et qu'il voulait seulement évaluer la puissance des armes et les capacités d'Alfred. Peu après, les forces de l'église entrent en action et les troupes de la princesse entament une bataille sanglante. Au camp, Marielle et Adélaïde discutent de la progression de l'armée vers la victoire. En réponse, la princesse dit qu'elle doit encore sauver le char et arrêter le pape en récupérant la relique. Marielle reconnaît alors qu'elle ne pourrait pas y parvenir seule et remercie ses compagnons d'être à ses côtés. Dans un bâtiment de la capitale, Georges remercie l'armée de la princesse d'être arrivée jusqu'ici et dit que même s'il mourait, il n'aurait aucun regret. Ce que l'on peut en déduire, c'est que rien. Ainsi, les forces de la princesse franchissent la première porte de la capitale et parviennent à prendre la ville. Au milieu de la bataille, le vieux Balthazar se joint à la bataille et sauve Maurice. Le vieil homme salue la princesse, qui est surprise de le voir vivant, et le vieil homme plaisante en disant qu'il n'a pas le titre de héros immortel pour rien. Cela dit, le vieil homme s'agenouille devant la princesse et s'excuse de ne pas avoir pu protéger son frère, le char. Il s'excuse également pour l'acte de son petit-fils et jure fidélité à la princesse. En réponse, Amarielle dit que de telles excuses ne sont pas nécessaires car tout ce qui se passe est dû aux erreurs de son père dans l'utilisation de la relique. Sur le mur de la capitale, le capitaine Georges organise les défenses de l'église. En voyant cela, Alfred et Dano sont surpris de le voir à côté de l'église. Maurice dit que Georges doit avoir ses raisons pour agir ainsi et Maurice décide donc de l'affronter personnellement. Déjà au palais, le pape tente d'utiliser la relique. Didier informe le pape de la situation actuelle de la guerre et, après avoir appris tout ce qui se passe, le pape ordonne à Didier de se battre sur le champ de bataille et d'aider à défendre le mur principal. Pendant ce temps, Délède commande les troupes et lance une attaque sur la porte principale de la capitale. Et pour une raison quelconque, la princesse sent que quelque chose de mal va arriver à Alfred et Amarielle demande donc à Délède de l'emmener auprès d'Alfred. Et Délède dit que c'est trop dangereux, mais elle accepte de l'emmener là-bas quand même. Au mur principal,
La bataille entre les troupes commence. George commandait, mais soudain il est surpris par Maurice. Maurice demande pourquoi George est toujours du côté de l'église, même après tout ce qui s'est passé, et George répond que Maurice devra le vaincre au moins une fois pour découvrir toute la vérité. Pendant ce temps, Alfred et Danois combattent des soldats dans une rue. À ce moment-là, Délède et Amariel arrivent à cheval, et avant qu'Amariel ne puisse dire quoi que ce soit à Alfred, Didier descend de là-haut et tombe devant lui. Alfred essaie de se battre, mais il est jeté au loin, et à cause de cela Délède se joint au combat. Alfred demande alors pourquoi la princesse est là, et Amariel répond qu'il avait le sentiment que quelque chose de mal allait lui arriver. Alfred et Danois unissent leurs forces pour aider Délède, et alors qu'ils se battent férocement, il est révélé que le pape utilise la souffrance et la douleur pour utiliser un sort qui activera toute la puissance de la relique. Didier parvient alors facilement à vaincre les trois, et n'ayant pas le choix, Amariel essaie d'aider Alfred. Cependant, Didier brise facilement sa défense et se prépare à lancer une deuxième attaque. Alfred se jette rapidement devant la princesse pour la protéger, et face à tout ce désespoir, la princesse utilise un pouvoir inné qu'elle possède et sauve Alfred. Grâce à cela, Alfred parvient à porter un coup à Didier qui le laisse gravement blessé. Didier dit que la princesse est porteuse, et maintenant qu'il est complètement blessé, il ouvre un portail et se retire de la bataille. Au sommet de la porte principale, George, désormais vaincu, révèle qu'à l'époque où il était à l'école, il était un ami du pape et qu'à cette époque, tout le monde espérait que le pape deviendrait le nouveau chef de l'église orthodoxe. Cependant, au fil du temps, George a découvert la véritable personnalité du pape et, en tant qu'homme dévoué à l'église, il était prêt à subir toutes les conséquences des actions du pape, tout cela pour pouvoir d'une manière ou d'une autre sauver l'église de la destruction. De retour au palais, le pape obtient enfin le pouvoir de l'artefact, et dans un souvenir de son passé, il est révélé qu'il est en fait le fils bâtard du roi. La mère du pape a révélé cela sur son lit de mort, et parce que le roi avait laissé sa mère mourir dans une situation aussi horrible, un homme nommé Alexis a juré de se venger de son père. Lors d'une réunion, après avoir remporté la bataille de la deuxième porte, la princesse et ses chevaliers parlent d'une lettre de reddition qu'elle avait envoyée à l'armée du pape. Mais l'armée de l'église a choisi de ne pas donner de réponse, et à cause de cela, tout le monde a convenu que cette bataille ne se terminerait que lorsque le pape sera vaincu. Après avoir entendu cela, Alfred demande même si l'attirance et l'adoration que tout le monde a pour le pape sont une sorte de magie qu'il utilise, mais personne ne sait si c'est vraiment possible. La princesse dit à tout le monde qu'elle préfère ne pas causer plus de victimes, car les soldats de l'église sont toujours citoyens d'Hortensia. Mario propose qu'il s'infiltre dans le palais et batte le pape. Le vieil homme dit qu'il y a un tunnel souterrain et que lorsque la princesse envahira le palais royal, il affrontera les soldats de l'église au combat. Après cela, nous voyons Nanoria prendre soin des blessés dans l'unité médicale. Alfred va lui rendre visite et remarque qu'elle a une blessure à la jambe. Alfred bande alors la jambe de Nanoria et lui demande de rester en dehors de la guerre à partir de maintenant, car à partir de ce jour, les batailles futures seraient encore plus dangereuses. Nanoria finit par accepter, mais elle demande à Alfred de revenir vivant auprès d'elle. En entendant cela, Alfred sourit et dit qu'il ne mourrait jamais dans une guerre comme celle-ci, et spoiler, il meurt. Je rigole, je plaisante, l'anime est nul, vous l'avez vu jusqu'ici, vous êtes fous. Au sous-sol, on voit les jumeaux achever un garde de l'église, et Hans dit qu'ils n'ont pas le temps de s'amuser car ils sont à la recherche de la relique. Hans ordonne aux jumeaux de fouiller le temple souterrain pendant qu'il va inspecter le château. Après le départ de Hans, Elva demande à Talia s'ils vont vraiment donner la relique à Hans. En réponse, Talia dit non car leur véritable maître veut aussi la relique. Dans le sous-sol se trouve le groupe de la princesse qui est soudainement pris en embuscade par des zombies infectés par la peste. Denoise propose de les retenir en disant qu'il ne mourra sous aucun prétexte avant d'avoir épousé Adelric. Ainsi, le groupe de la princesse arrive enfin au palais. Cependant, ils sont surpris par deux ennemis inattendus et tout le monde est choqué car ces ennemis sont Fernando et Léa. Puis Adelric commence à se battre contre le zombie de son père et se demande comment il est en vie. Dans le passé, il est révélé que le roi d'Hortense n'a pas pu ressusciter sa femme et se demande pourquoi. Le pape dit alors que la magie magonienne dépend du désir et de l'espoir des gens et à cause de cela, le pape propose au roi d'utiliser le duc Range comme moyen d'activer la relique magonienne. En empoisonnant la tête du roi et en le retournant contre Range, le pape a réussi à faire invoquer Range par le roi et a essayé de l'humilier. Le plan du pape a fonctionné et Range devient furieux, activant la relique et le transformant en loup-garou. Le pape part alors et ne laisse que le roi et le lion dans la pièce, et à ce moment-là, Marielle entre dans la pièce et voit le loup-garou tuer le lion et son père. Alfred commence à combattre le zombie de son père et Délède continue de combattre le lion. Marielle essaie de l'arrêter, mais Mauricie dit que lui et Alfred s'en occuperont. Pendant le combat, Délède confirme que les capacités du zombie sont les mêmes que celles de son père et qu'il serait donc très difficile de vaincre ce mort-vivant. À ce stade, Fernando dit à Alfred de le vaincre car il n'est actuellement qu'une marionnette du pape et n'a aucun contrôle sur son corps. Dans le combat de Délède contre le lion, la même chose se produit et le zombie lui demande de l'arrêter en lui disant qu'il est temps pour elle de le vaincre une fois pour toutes. Alfred et Délède hésitent un instant mais tous deux libèrent leurs parents avec une dernière attaque. Après cela, le lion dit au revoir à Délède et dit qu'il a pu ressentir ses sentiments à travers sa lame. Fernando remercie Alfred et se sent fier que son fils l'ait vaincu. Après que les deux morts-vivants aient enfin dit tout ce qu'ils avaient à dire à leurs enfants, ils disparaissent enfin et à cause de la bataille, Mauricie est gravement blessé et demande à Alfred d'intervenir pour arrêter le pape. Il dit qu'il restera là pour profiter des derniers moments avec son frère. Mauricie remercie alors son frère et lui dit qu'il a tenu sa promesse, affirmant que la princesse et Alfred étaient protégés et qu'ils pouvaient désormais mourir en paix. Après tout cela, Alfred et Marielle arrivent dans la salle du trône et rencontrent Chariot. Chariot
est heureux de voir Marielle et en voyant le pape, Marielle dit à Chariot de s'enfuir de là, tandis qu'elle va affronter le pape. C'est un moment très fou où une conversation a lieu entre le pape et tous les autres. Le pape demande à Alfred s'il est heureux d'avoir vu son père, et calmement, Alfred remercie le pape de lui avoir permis d'échanger quelques derniers mots et coups avec son père grâce au pouvoir de la relique mégonienne. Le pape est un peu surpris qu'il soit déjà au courant de la relique et avec un sourire malicieux, le pape révèle à Marielle sa parenté avec elle et la raison pour laquelle il a fait tout cela. Après avoir dit cela, le pape décide qu'il est temps d'en finir avec eux tous et donc, il se transforme en créature mystique pour vaincre Marielle. Marielle et Alfred combattent le pape et grâce au nouveau pouvoir de Marielle, elle et Alfred parviennent à vaincre deux des copies démoniaques du pape. Cependant, la copie principale est restée debout et ils ont presque été éliminés par elle. Mais heureusement, le duc Rug apparaît, jetant son épée et perçant la poitrine du corps démoniaque principal du pape. Unis, les trois se battent ensemble et parviennent finalement à vaincre le pape. Après cela, le duc Rug s'agenouille et dit qu'il a vaincu le pape pour des raisons personnelles. La princesse lui demande alors de l'aider à créer un nouveau royaume justé. En réponse, Rug dit qu'il est heureux de savoir que Marielle apportera enfin la paix à Hortensia. En réponse à cela, le pape se met à rire et après que la pierre sur sa tête se soit brisée, le ciel commence à devenir rouge. Le duc Rug s'avance rapidement vers le pape et lui demande où se trouve la relique, ce à quoi le pape répond que c'est Didier qui l'a emporté. Et à cause du pouvoir du pape, le duc Rug se transforme à nouveau en loup-garou, sous une forme féroce et enragée. Rug tue violemment Alexis une fois pour toutes et en voyant le loup-garou, Alfred devient furieux et commence à l'affronter. Il finit par être jeté et parce qu'il est complètement inconscient, le loup-garou se lance à la poursuite de la princesse Marielle avec l'intention de la tuer. À ce moment-là, Alfred revient au combat et continue à faire face au loup-garou, mais le loup-garou trouve une brèche et porte un coup fatal à Alfred et le loup-garou s'échappe alors par la fenêtre. En voyant Alfred blessé, Marielle le serre dans ses bras et le supplie de ne pas mourir. En réponse, Alfred l'appelle Marius, comme il l'avait promis, et lui dit qu'après tout cela, ils reviendront encore ensemble pour faire la fête. Cependant, à ce moment-là, Alfred finit par mourir. Ainsi, plusieurs jours passent, et la princesse prononce un discours sur le sacrifice de personnes, tout cela pour pouvoir revenir sur le trône. Et à cause de cela, elle promet de faire de son mieux pour préserver la paix dans tout le royaume pour toujours. À ce moment-là, tout le monde célèbre la nouvelle et derrière Marielle, Alfred sourit, révélant qu'il est vivant. Cependant, la croix dit que la princesse a brisé un grand tabou en utilisant un pouvoir interdit pour faire revivre Alfred, et qu'en plus, avec l'âme d'Alfred, la princesse avait invoqué quelque chose de maléfique dans ce corps. Après que la croix ait dit cela, l'anime se termine.